Il fut un temps où le son remplissait les maisons avec un style bien à lui. Les années 90 ont été l'âge d'or des chaînes compactes, des radiocassettes aux fonctions surprenantes jusqu'aux mini-chaînes hi-fi qui semblaient sorties du futur. Ces systèmes ont marqué une façon de vivre la musique dont on se souvient aujourd'hui avec tendresse. Même si, de nos jours, il y a encore des gens qui continuent de les utiliser parce que écouter des chansons de cette manière est une expérience plus tangible, plus réelle et plus interactive que l'écoute numérique sur les plateformes de streaming. C'étaient des systèmes qui réunissaient plusieurs unités aux fonctions spécifiques, mais dans un format plus réduit que les ensembles hi-fi traditionnels. Ils étaient vendus comme un seul pack, avec des modules empilés qui ressemblaient à de petites tours de son. Et même s'ils prenaient moins de place, ils offraient une qualité qui, dans bien des cas, n'avait rien à envier aux grands systèmes. Ces chaînes ont façonné une culture sonore qui résonne encore dans la mémoire de ceux qui les ont vécues et qui s'en souviennent aujourd'hui avec nostalgie. Aujourd'hui, on va faire un voyage à travers quelques-uns des appareils les plus légendaires des années 90. On découvrira leurs innovations et l'impact culturel qui en a fait des pièces inoubliables. Prépare-toi à retrouver des équipements mythiques qui ont défini une décennie. C'est parti. On commence ce voyage avec un véritable joyau de transition entre le monde analogique et le monde numérique. Le Sony CFD D75 est sorti en 1989 et est devenu très populaire dès le début des années 90. C'était un appareil portable qui réunissait 3 fonctions clés dans un seul boîtier, cassette, radio et CD. Et ça, à l'époque, c'était une vraie révolution. Avoir un lecteur CD à côté d'une platine cassette avec auto-reverse et un tuner AM/FM, c'était comme tenir le futur entre ses mains. Mais ce qui surprenait vraiment, c'était sa capacité à enregistrer directement du CD vers la cassette de façon synchronisée. Aujourd'hui, ça paraît basique. Mais à l'époque, ça laissait tout le monde bouche bée. Le CD était encore une nouveauté et pouvoir faire ses propres compilations sans prise de tête, c'était presque magique. Beaucoup se souviennent de ce moment où, enfin, ils pouvaient transférer leur disque préféré sur bande sans perdre en qualité ni en temps. En plus, Sony avait ajouté son renfort de grave classique, le Megabass, qui donnait au son une frappe supplémentaire très appréciée par les jeunes de l'époque. Il incluait aussi une horloge et un minuteur, ce qui en faisait un appareil très complet, à garder à la maison ou à emporter avec soi. Ce n'était pas seulement un prodige technique, le CFD D75 est devenu un symbole culturel. Il a marqué le début d'une nouvelle étape dans l'audio domestique où le numérique commençait à cohabiter avec l'analogique. Au début des années 90, Panasonic a décidé d'emmener le concept de la hi-fi portable à un autre niveau. Le RX DT680, qui faisait partie de sa gamme Platinum, a été l'un des boombox les plus impressionnants de son époque. Lancé autour de 1991, cet appareil réunissait dans un seul corps tout ce qu'un passionné d'audio pouvait désirer. Lecteur CD, double platine cassette et radio AM/FM. Le tout intégré dans un design robuste et élégant qui est devenu un objet de désir pour beaucoup. Mais ce qui le rendait vraiment spécial, c'était sa puissance. Il ne faisait pas que sonner fort, il sonnait bien. Grâce à son système bi-amplifié, avec des amplis séparés pour les graves et les aigus, le RX DT680 offrait un son charpenté, profond, avec ce grave qui se ressent dans la poitrine. Même si la fiche technique annonçait 15 watts par canal, la réalité était autre. Avec 2 woofers de 12 cm et des tweeters bien réglés, ce Panasonic pouvait remplir une pièce sans effort. Il pesait presque 9 kg et mesurait plus d'1 demi-mètre de large. Pas vraiment discret. Et c'est justement ce qui lui donnait de la présence, du caractère. Beaucoup de ceux qui ont grandi dans les années 90 s'en souviennent très clairement. Pas seulement pour son son, mais pour ce qu'il représentait. C'était un appareil qui transformait n'importe quel moment en grande expérience sonore. Le RX DT680 ne rivalisait pas seulement avec Sony. Il le faisait avec une personnalité bien à lui. Et il a gagné sa place parmi les grands par ses propres mérites. Au fur et à mesure que la première moitié des années 90 avançait, les mini-chaînes à composants ont commencé à s'imposer dans le monde de l'audio domestique.
L'un des grands référents de cette catégorie a été le Technics SC-CH900, présenté autour de 1992. Pour beaucoup, c'est le meilleur mini hi-fi de toute la décennie. Son design modulaire incluait un lecteur CD, une double platine cassette, un tuner et un amplificateur. Le tout pensé pour fonctionner comme une seule unité. Ce n'était pas un appareil bon marché, mais ses performances justifiaient le prix. Le SC-CH900 débordait de technologies avancées pour l'époque. Il avait un traitement numérique du son, la compatibilité Dolby Pro Logic pour le home cinéma, et ses afficheurs fluorescents sous vide qui brillaient avec ce style si 90s, presque hypnotisant. Ses propriétaires louaient la qualité de fabrication et un son vraiment impressionnant. Technics n'a pas lésiné sur les matériaux. Les enceintes utilisaient du vrai bois et l'amplification, de haut niveau, garantissait durabilité et puissance. D'ailleurs, beaucoup d'utilisateurs assurent que leurs Technics des années 90 fonctionnent encore et sonnent parfaitement aujourd'hui. Avec le SC-CH900, les systèmes mini ont prouvé qu'ils pouvaient se mesurer aux gros ensembles, d'égal à égal. Pas seulement en fonction, mais aussi en qualité sonore. Ce modèle est devenu un mythe de la hi-fi des 90s. Un appareil qui combinait élégance, technologie et son de haut niveau, dans un format compact dont on se souvient encore avec admiration. En 1994, pratiquement toutes les grandes marques japonaises avaient leur propre vision du mini hi-fi haut de gamme. Kenwood n'est pas resté à l'écart. Sa série UD a été la réponse pour ceux qui voulaient tout dans un seul système. Et au sein de cette famille, l'UD 952 est devenu le vaisseau amiral. Lancé entre 1994 et 1995, ce système compact réunissait le meilleur de l'ingénierie japonaise dans un format modulaire et élégant. L'UD 952 était bourré de fonctions. Il avait un chargeur de CD multiple, une double platine cassette avec auto-reverse, un égaliseur numérique avec des visualisations animées, des modes de son surround qui élargissaient la scène sonore, et un circuit actif de renfort, de grave, qui donnait à l'audio une frappe supplémentaire. Visuellement, l'UD 952 se distinguait par ses modules noirs ou argentés, aux lignes nettes, et par l'éclairage d'affichage très accrocheur. Il avait l'air moderne, sophistiqué, presque futuriste. Et en plus, il sonnait merveilleusement bien. L'ingénierie Kenwood garantissait clarté, équilibre et assez de puissance pour faire bouger sans effort les enceintes 3 voix incluses. Bref, c'était un appareil conçu pour impressionner, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si, au milieu des années 90, tu étais passionné de son et que tu accordais aussi de l'importance au design, le Sony. La Scala était l'équipement que tout le monde voulait avoir. Lancé en 1995, ce système réunissait le meilleur de la hi-fi dans une tour fine et élégante. Ce n'était pas seulement une chaîne, c'était une déclaration de style, une pièce qui mélangeait luxe visuel et raffinement sonore. Sony a réussi à compacter un ensemble complet dans une colonne compacte, sans sacrifier les fonctions. Il y avait un lecteur CD, un tuner RDS et une platine cassette avec réduction de bruit Dolby, idéal pour faire des enregistrements propres et détaillés. Chaque module était pensé pour offrir de la qualité sans compromis. Et, clin d'œil aux amoureux du son classique, il incluait même un préampli phono intégré pour brancher directement une platine vinyle. Un détail qui montrait du respect pour la tradition analogique. La finition en aluminium brossé et le design sobre le plaçaient plusieurs longueurs devant les chaînes tape à l'œil, pleines de lumière, qui commençaient à envahir le marché. La Scala ne cherchait pas à attirer l'attention avec des couleurs ni des effets. Elle le faisait par sa présence, par son élégance, par son son. Que ce soit en lisant des CD, des cassettes ou en amplifiant un vinyle, ce Sony offrait une qualité de référence. La platine avec Dolby et l'amplification de haut niveau tiraient le meilleur même des enregistrements les plus modestes. Oui, c'était cher. Mais ceux qui l'ont eu s'en souviennent aujourd'hui comme d'une légende. Une hi-fi haut de gamme dans un format compact et élégant. À la même époque, une marque s'est taillée une place à part dans le cœur de ceux qui cherchèrent de la puissance sans se ruiner. Aiwa est devenu synonyme de gros son pour pas cher. Et dans son catalogue,
la NSX 999, lancée entre 1995 et 1996, a capturé comme peu d'autres l'esprit festif des années 90. Cette mini-chaîne n'était pas du genre subtil, elle misait sur des graves costauds, beaucoup de volume et un design qui ne passait pas inaperçu. Le plus souvent, on y trouvait un chargeur de CD à triple plateau, une double platine avec auto-reverse et un renfort T-Bass qui semblait conçu pour faire trembler les murs. Tout était pensé pour mettre l'ambiance à n'importe quelle réunion, n'importe quel après-midi, n'importe quelle maison. Ceux qui ont eu la NSX 999 et d'autres modèles de la série s'en souviennent encore aujourd'hui avec enthousiasme. Son but était d'offrir de la puissance à gogo et un grave physique très présent. C'est pour ça qu'elle est devenue si populaire auprès du public jeune et dans les fêtes à la maison. Visuellement, elle avait beaucoup de personnalité. Une façade en plastique noir remplie de boutons, de grands analyseurs de spectres qui dansaient au rythme de la musique et souvent des touches de couleurs ou de néon qui la rendaient encore plus voyante. Certains audiophiles trouvaient l'égalisation trop agressive, mais la plupart des utilisateurs adoraient. Parce qu'ils ne cherchaient pas la précision, ils cherchaient à faire le fun. La série NSX a laissé une empreinte profonde, un son qui cogne, la tête qui bouge toute seule et une vraie saveur 90s. En résumé, cet appareil est resté comme une icône du milieu des années 90. Vers la fin des années 90, JVC a commencé à se démarquer avec des mini-chaînes au son naturel et équilibré. Elle ne cherchait pas à impressionner avec un volume exagéré, ni des graves incontrôlés. Elle cherchait la clarté et la fidélité. Et c'est ce qui les a rendus particulièrement appréciés par ceux qui écoutaient des genres comme la musique classique ou le jazz, où chaque détail compte. L'une de ces séries les plus mémorables a été la MXJ, lancée autour de 1997. Des modèles comme la MXJ75R offraient un équilibre très bien dosé entre netteté et impact. Ce n'étaient pas des appareils tape à l'œil. C'étaient des appareils qui savaient en bien sonner. JVC a même osé tester des technologies curieuses dans ses enceintes. Certains modèles utilisaient des membranes fabriquées avec de la pâte de bois traitée à l'alcool japonais. Une idée mise en avant pour améliorer la réponse sonore. Au-delà du marketing, la vérité, c'est que leur mini haut de gamme était très bien considéré. La MXJ75R avait tout ce qu'on attendait d'un bon appareil de l'époque. Carrousel 3 CD, double cassette, afficheur-accrocheur et un design robuste. Mais ce qui la différenciait, c'était le réglage fin du son. JVC évitait l'exagération des graves que d'autres marques utilisaient comme appât. À la place, elle proposait un audio plus précis, plus équilibré, plus fidèle à l'enregistrement original. Et en plus, c'était des appareils résistants. Beaucoup d'utilisateurs qui les ont achetés dans les années 90 assurent qu'ils fonctionnent encore sans être passés par l'atelier. Peut-être qu'ils n'étaient pas aussi célèbres que les modèles Sony, ni aussi voyants que ceux d'Aiwa, mais ils ont gagné leur place parmi les meilleurs de la décennie, pour leur fiabilité, pour leur son honnête, et pour avoir prouvé qu'il n'était pas nécessaire de briller pour se démarquer. Déjà, dans le tout dernier tronçon des années 90, les chaînes compactes ont commencé à évoluer. Certaines marques ont choisi d'ajouter de nouvelles technologies et des fonctions pensées pour le salon, comme le son surround. Philips a été l'une d'entre elles, et elle l'a fait avec des modèles comme le FW P880, un mini-système sorti à la fin de la décennie, en avance sur son temps. Cet appareil venait avec 5 enceintes et un décodage Dolby Pro Logic, ce qui permettait de créer une expérience enveloppante pour les films et les jeux vidéo. Des canaux avant, arrière et un caisson de basse. Le tout dans un format compact qui offrait une configuration 4.1 sans avoir besoin d'un système home cinéma complet. Pour beaucoup, ça a été la porte d'entrée vers le son multicanal sans complications. Mais ce qui l'a vraiment fait ressortir, c'est sa technologie WOOX. Un système propre à Philips basé sur des radiateurs passifs qui renforçait de façon notable les basses fréquences. C'était une signature très 90s, où plus de grave voulait dire plus de fun. Avec WOOX, le FWP880 obtenait un son profond et puissant, surprenant pour sa taille. Et en plus,
il permettait d'ajuster le niveau des basses par palier, ce qui donnait à l'utilisateur plus de contrôle sur l'expérience sonore. Il affichait fièrement un chargeur 3 CD et environ 400 watts de puissance totale. Et son design était inconfondible. Argent brillant, gros caisson pour le subwoofer, afficheur bleu et une allure futuriste qui remplissait la pièce rien qu'en l'allumant. Le FWP-880 a été l'une des dernières grandes tentatives de réinventer la chaîne domestique avant l'arrivée des années 2000 et le grand basculement. Un appareil qui mélangeait technologie, style et puissance dans un format pensé pour en profiter à la maison. Dans ces toutes dernières années de la décennie, le marché des systèmes stéréo compacts avait atteint son plus haut niveau et il commençait, peut-être déjà, à montrer des signes de saturation. Les marques se battaient pour offrir plus de puissance, plus de fonctions, plus de spectacles. Et au milieu de cette course, Technics a lancé le SA-H790 autour de 1999, l'un de ses derniers grands modèles. Une mini-chaîne à modules dont beaucoup, en Europe et en Asie, se souviennent avec une affection particulière. Cet appareil reprenait la formule classique de Technics, composants empilés, façade en métal brossé, grands afficheurs et une esthétique sobre, mais qui imposait respect et solidité. Il embarquait un chargeur 5 CD, une double platine, un processeur numérique de son et un amplificateur robuste qui ne manquait pas de souffle. Le tout dans un format compact, mais avec l'âme d'un grand système. Le SA-EH790 pouvait sortir un volume sérieux, avec beaucoup de propreté. Les fans disaient souvent que ces techniques tardifs sonnaient plus fort et plus clair que beaucoup de leurs rivaux. Mais s'il y a une chose qui a rendu ce modèle légendaire, c'est sa durabilité. De nombreuses unités, y compris des modèles de la même famille, comme le SC-CH550, fonctionnent encore aujourd'hui, avec toutes leurs fonctions intactes et sans perte de qualité. Un témoignage de l'ingénierie solide que Technics appliquait même à ses dernières sorties. Le SA-EH790 représente l'aboutissement des centres musicaux des années 90, avancé, techniquement puissant et fiable. Peu après, le règne de ces appareils compacts et puissants a commencé à s'éteindre. La musique a changé de format et a cessé d'occuper de la place à la maison. Les années 2000 ont apporté de petits écrans, des fichiers compressés et une nouvelle manière d'écouter qui n'avait plus besoin de boutons ni d'enceintes. Malgré tout, la fin des années 90 a été une explosion. Des appareils avec de la personnalité, des designs qui réclamaient le premier rôle et une puissance capable de transformer n'importe quelle pièce. Ce n'était pas juste des appareils, ils faisaient partie du moment, du rituel, d'une époque où écouter de la musique, c'était prendre le temps, faire attention et être fier de son propre équipement. Aujourd'hui, tout va plus vite et c'est plus pratique, mais la mémoire sonore reste. Ces systèmes nous ont appris que l'audio pouvait être une expérience complète, que la musique n'était pas un simple fond sonore, c'était un événement. Et ça, ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est l'écho d'une époque merveilleuse, où la musique était appréciée comme elle le méritait. Les nouvelles générations ne le vivent plus pareil. Mais ceux qui l'ont vécu, et même ceux qui le vivent encore, savent de quoi je parle. Voilà, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui, où l'on a revisité quelques-uns des meilleurs systèmes audio de la décennie 1990. Si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un like à la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup de nous avoir regardés jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine.